Los Alamos. C'est ici qu'est née la bombe atomique. Construit sur les hauts plateaux du désert du Nouveau-Mexique, ce laboratoire est aujourd'hui encore au centre du programme nucléaire américain. Arzamas 16 en Russie. Un site tellement secret qu'il n'apparaît sur aucune carte. Le centre du dispositif russe d'armement nucléaire. Aujourd'hui, les stocks d'engins nucléaires vieillissants, accumulés d'un côté comme de l'autre, posent un grave problème. Et les ennemis d'hier s'unissent désormais pour faire face à une nouvelle forme de menace atomique. Après le largage par les États-Unis de 2 bombes atomiques sur le Japon en 1945, une partie de la communauté internationale voulut interdire l'arme nucléaire. En vain. Le mauvais génie était sorti de la lampe. Personne ne pouvait plus l'y faire rentrer. La guerre froide a beau être terminée, la Russie et les États-Unis détiennent toujours chacun quelques 7000 missiles nucléaires à longue portée. Ils possèdent en outre des dizaines de milliers d'armes atomiques de moindre puissance, dites tactiques. Ces 2 pays conservent la capacité de s'anéantir mutuellement. Mais les stocks d'armement vieillissent. Certains engins ont aujourd'hui plus de 30 ans. La plupart auront bientôt dépassé la durée de vie pour laquelle ils ont été initialement conçus. Avec le temps, se produisent des modifications qui compromettent la sécurité et le bon fonctionnement de ces armes. Des modifications que même les spécialistes ont du mal à expliquer. Nous nous sommes aperçus que certaines têtes nucléaires, notamment celles qui étaient de conception ancienne, évoluaient de manière assez terrifiante. Nous sommes surpris des changements qui sont intervenus. Et nous allons devoir déterminer très rapidement si ces changements ne risquent pas d'altérer leur fonctionnement. N'y a-t-il pas un risque d'explosion accidentelle? Ces armes ne nous réservent-elles pas une mauvaise surprise? Pendant un demi-siècle, la Russie et les États-Unis se sont assurés de la fiabilité de leurs armes nucléaires en les testant régulièrement. Mais depuis 1992, les 2 puissances ont renoncé aux essais. Une décision qui a certes mis un frein à la prolifération nucléaire, mais qui pose malheureusement un autre problème. Nous sommes confrontés à un dilemme. D'un côté, nous voulons mettre un terme aux essais nucléaires, mais de l'autre, nous devons nous assurer que notre arsenal est bien fiable. L'entretien de l'arsenal nucléaire existant fait l'objet d'un programme dit de gestion des stocks. Le président des États-Unis a déclaré que les armes nucléaires relevaient toujours de l'intérêt suprême de notre pays. Pas seulement important, suprême. Cela veut dire donc que nous devons être à même d'assurer le président qu'il peut compter sur ces armes en cas de besoin, qu'elles sont opérationnelles. Et cela sans avoir la possibilité de les tester de temps en temps. C'est là le grand défi de la gestion des stocks à l'heure actuelle. Notre arsenal sert quotidiennement. Il est là, il fait peur. C'est son rôle. Mais si la menace n'est pas crédible, si elle n'est pas réelle, alors il n'y a plus vraiment de force de dissuasion. Ça ne marche plus. La dissuasion ne peut pas être fondée sur du bluff. Nous devons être certains que ces armes sont prêtes à fonctionner en cas de besoin.
La seule façon d'être certain qu'une chose marche, c'est de l'essayer. Malheureusement, ça nous est interdit. L'effondrement de l'Union soviétique a créé un autre problème. Il suffit de voir le nombre d'armes qui se trouvent actuellement là-bas. Elles se comptent par dizaines de milliers. C'est un arsenal gigantesque. Le point positif, c'est que chaque arme est dotée d'un numéro de série et qu'il est par conséquent relativement facile de les recenser dès l'instant où l'on sait compter jusqu'à 20 000, disons. J'avoue que je ne suis pas très inquiet quant aux armes elles-mêmes, je le suis beaucoup plus en ce qui concerne les matières qui les composent. En un demi-siècle de guerre froide, l'Union soviétique a accumulé assez de plutonium et d'uranium pour fabriquer 100 000 ogives nucléaires. Mais l'effondrement de l'Empire s'est accompagné d'une grave crise économique. Il est arrivé à plusieurs reprises, dans l'industrie de l'armement, que les salaires ne soient pas versés pendant plusieurs mois. Dans ces conditions, les risques de vol augmentent. Certains craignent que cette situation ne favorise la prolifération nucléaire. Il y a deux aspects au problème général de la prolifération. Le premier, c'est celui de la prolifération technologique que pourrait engendrer l'émigration de spécialistes du nucléaire. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Le second, c'est le détournement de matières fissiles qui pourraient disparaître du site où elles sont stockées. On ne sait pas exactement où se trouve tout le plutonium détenu par la Russie. Le vol d'une quantité même infime de cette matière à haut risque pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Le risque le plus vraisemblable en matière d'armes atomiques, c'est qu'une organisation terroriste parvienne à fabriquer, à partir de matières volées, une bombe relativement peu sophistiquée qui serait déposée non pas par un missile, mais par bateau, par camion ou par train, soit dans un pays occidental, soit dans un endroit où les Occidentaux sont nombreux, un endroit où nos troupes sont déployées, par exemple. Pour les chercheurs qui travaillent sur le problème du vieillissement des armes nucléaires et de la traçabilité des matières sensibles, le plutonium est au cœur du débat dans la mesure où il est essentiel à la fabrication d'une bombe atomique. Tout l'intérêt du plutonium tient à ses propriétés nucléaires. Lorsque des chercheurs ont réussi pour la première fois en 1938 à capter l'énergie qui se trouvait à l'intérieur de l'atome, c'est-à-dire dans le noyau, ils ont découvert que ce noyau contenait une énergie des millions de fois supérieure à celle contenue par les électrons, qui sont situés à la périphérie de l'atome. Un morceau de plutonium gros comme ça a donc un potentiel énergétique 10 millions de fois plus élevé qu'un morceau de charbon de la même taille. Si on s'est intéressé au plutonium et à l'uranium, c'est que l'énergie qu'il contenait pouvait être libérée. Et c'est un potentiel que ni les chercheurs, ni les ingénieurs, ni les politiques ne pouvaient ignorer. La course aux armements commence pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le bombardement de Pearl Harbor par l'aviation japonaise en 1941, les États-Unis entrent en guerre et se mettent à travailler à la fabrication de la première bombe atomique. C'est le fameux projet Manhattan. Los Alamos, un petit village perdu dans le désert du Nouveau-Mexique, est retenu comme site du futur laboratoire de mise au point de l'arme nucléaire, le premier du genre. En l'espace de quelques mois, une ville entière sort de terre. Elle n'a qu'une seule raison d'être, donner naissance à la bombe atomique. Dans le plus grand secret, le projet Manhattan réunit les meilleurs scientifiques du pays, dont de nombreux Européens qui ont fui le nazisme et la guerre qui fait rage sur le vieux continent. Los Alamos est alors une ville fermée, soumise à un contrôle très strict de l'armée. La liberté de déplacement des personnes admises dans l'enceinte est sévèrement limitée.
Il faudra 3 ans pour mettre au point puis fabriquer la première bombe atomique. Le premier essai d'une arme nucléaire a lieu près de Los Alamos en juillet 1945 sous le nom de code de Trinité. C'est le début des essais grandeur nature qui, pendant des décennies, feront partie intégrante du programme nucléaire américain. Quelques semaines plus tard, les États-Unis larguent 2 bombes atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Ils font ainsi la démonstration terrible et implacable de la capacité de l'arme nucléaire à anéantir l'humanité. En 1946, les Soviétiques décident à leur tour de mettre en route leur propre programme nucléaire. Ils se mettent au travail dans une région isolée à l'est de Moscou, sur le site secret d'Arzamas 16. Une ville nouvelle est construite par une armée de 13 000 prisonniers travaillant dans des conditions proches de l'esclavage. Les meilleurs chercheurs sont affectés au nouveau laboratoire. Une fois arrivés sur place, ils ne peuvent plus guère compter repartir. Arzamas 16 est alors une ville coupée du monde extérieur. Elle le reste aujourd'hui. J'ai commencé à travailler sur les armes nucléaires en 1948, après des études à l'Institut de physique. On m'a envoyé ici en 1950. Je n'avais absolument pas envie de venir, mais c'était un ordre du gouvernement. En l'espace de 2 ans, les Soviétiques parviennent à fabriquer leur première bombe atomique. L'engin est envoyé en août 1949 au Kazakhstan pour y être testé. Dès lors, les 2 grandes puissances multiplient les essais d'armes atomiques et commencent à constituer des stocks. En 1952, les États-Unis mettent au point le prototype des armes nucléaires actuelles, la bombe à hydrogène, également appelée bombe thermonucléaire. 5, 4, 3, 2, 1, T0. La nouvelle arme est 600 fois plus puissante que la première bombe atomique. C'est la nouvelle référence en matière d'armes de destruction massive. Les Soviétiques sont toutefois les premiers à fabriquer une bombe à hydrogène suffisamment légère pour être larguée d'un avion. Nous avions envisagé toutes les éventualités et, à nos yeux, il n'y avait aucune raison pour que ça ne marche pas. Nous nous trouvions à 40 km de l'explosion. Je dois dire que ce fut un spectacle extraordinaire, absolument extraordinaire. Quand la bombe a explosé, nous avons tous bondi de joie. Mais l'onde de choc nous a jetés à terre.
Let's face it, the threat of hydrogen bomb warfare is the greatest danger our nation has ever known. Enemy jet bombers carrying nuclear weapons can sweep over a variety of routes and drop bombs on any important target in the United States. The threat of this destruction has affected our way of life in every city, town, and village from coast to coast. These are the signs of the time. Les deux superpuissances vont maintenant s'efforcer de mettre au point des missiles à charge nucléaire capables d'atteindre le cœur de l'adversaire. L'arsenal nucléaire mondial augmente alors dans des proportions spectaculaires. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait absolument avoir des armes en grand nombre. Car en cas d'attaque, il fallait s'attendre à ce que certains missiles manquent leur cible, à ce que d'autres soient détruits au sol par l'Union soviétique ou par un autre ennemi. Il fallait toujours être en mesure d'atteindre toutes nos cibles pour dissuader quiconque d'attaquer les États-Unis. En 1967, on estimait que les États-Unis et l'Union soviétique détenaient à eux deux 77 000 missiles à longue portée, suffisamment pour rendre inhabitables des régions entières de la planète. L'idée c'était de dire, attention, quoi que vous fassiez, nous avons assez d'armes pour totalement détruire votre pays en représailles. Alors tenez-vous tranquille. C'est tout le concept de la dissuasion. Surtout, ne m'attaquez pas. Cette politique de dissuasion radicale était connue sous le nom de MAD, un acronyme signifiant « destruction mutuellement assurée ». Les essais nucléaires constituaient des démonstrations de forces essentielles à la crédibilité de cette politique de dissuasion. Ils permettaient également aux équipes scientifiques de Los Alamos et d'Arzamas 16 de prouver l'efficacité de leurs armes et de les améliorer. En 1963, conscientes des répercussions sur l'environnement qu'avaient les essais dans l'atmosphère, les deux superpuissances décident de concert de tester désormais leurs armes sous terre. Au total, les États-Unis et l'Union soviétique procéderont à près de 2000 essais nucléaires. La course aux armements atomiques a coûté des milliards de dollars aux États-Unis. Elle a lourdement pesé sur l'économie de l'URSS. En 1990, l'Union soviétique annonce un moratoire unilatéral sur son programme d'essais nucléaires, dont elle peine à assurer le coût écrasant. Les États-Unis ne tardent pas à l'imiter. Quelques mois plus tard, l'effondrement de l'URSS suscite bien des questions concernant la sécurité nucléaire dans ce pays. Les armes sont-elles en lieu sûr? Où se trouvent les réserves de plutonium? Et que va-t-il advenir des spécialistes russes de l'industrie nucléaire militaire? Les scientifiques se retrouvent aujourd'hui au bas de l'échelle de la nouvelle société russe. Les services qu'ils rendent ne sont visibles que sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Un chauffeur de taxi est aujourd'hui mieux payé qu'un chercheur. Tous ces gens extrêmement talentueux se retrouvent donc dévalorisés à bien des égards, alors qu'ils détiennent un savoir très spécialisé, dont certains pays du tiers-monde sont fortement demandeurs. Comment pouvons-nous être sûrs que des spécialistes russes du nucléaire militaire ne vont pas partir travailler en Irak? L'Irak était déjà pour nous une préoccupation majeure. J'ai suggéré qu'on aille demander directement aux Russes ce qu'ils en pensaient. Pour moi, le directeur d'Arzamas 16 était le mieux placé pour savoir ce qui pouvait retenir ses collaborateurs. Il n'y avait qu'à l'interroger. Des contacts avaient déjà été établis dans les années 1980 entre chercheurs d'Arzamas 16 et de Los Alamos lors de conférences internationales. Les soviétiques publiaient régulièrement dans les revues scientifiques, mais toujours sous le couvert d'Institut Fantoche, qui servait en fait de façade au laboratoire d'armement. Toujours est-il que nous avons commencé à avoir des contacts plus ou moins directs avec certains chercheurs. Ces contacts vont s'avérer extrêmement précieux.
Quelques semaines plus tard, Siegfried Ecker et plusieurs de ses collaborateurs arrivent à Arzamas 16. Pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'était fantastique de se trouver là, à Arzamas 16, dans une ville secrète dont nous connaissions l'existence grâce à nos services de renseignement, mais qui ne figurait sur aucune carte. Nous avons visité de nombreux laboratoires. Ils nous ont montré des salles dans lesquelles jamais nous n'aurions imaginé mettre un jour les pieds, à l'intérieur même du centre de recherche sur les armes nucléaires. Nous avions le sentiment que, dans certains domaines de la recherche fondamentale, nous avions les uns comme les autres, les soviétiques comme les américains, de vastes connaissances et qu'une coopération ne pouvait qu'être bénéfique non seulement pour nos deux pays, mais pour l'humanité tout entière. Mais ce n'est pas tout. Personnellement, ce que je voulais savoir en particulier, c'était comment ils assuraient la sécurité de leurs armes nucléaires et surtout des matières fissiles. C'est un problème majeur dont les paramètres sont globalement les suivants. On considère généralement, à l'heure actuelle, qu'il est possible de fabriquer une bombe atomique à partir de 10 kg de matière. Or, il y a aujourd'hui en Russie entre 150 000 et 200 000 kg de plutonium, auxquels il faut ajouter 1000 tonnes d'uranium très enrichi. Nous ne connaissons pas les chiffres exacts, car en Russie, ces informations relèvent encore aujourd'hui du secret d'État. En tout cas, les Russes détiennent assez de matière fissile pour fabriquer au moins 100 000 bombes atomiques, d'une puissance généralement très supérieure à celle de la bombe qui a détruit Hiroshima. Nul ne connaît avec précision la quantité de plutonium détenue par la Russie. On ne sait pas non plus exactement où celui-ci est stocké. Le problème tient à la manière dont le régime soviétique a longtemps traité la question. Si je comprends bien la façon dont les choses fonctionnaient en Russie et avant ça en Union soviétique, la production se faisait en fonction de quotas, annuels, quinquennaux ou trimestriels. Les unités de production étaient tenues de fournir telle quantité de plutonium ou d'uranium à telle date. Un directeur d'usine qui ne remplissait pas les quotas s'exposait à des sanctions. Pour éviter tout risque, il existait une solution. Il leur arrivait de dépasser les quotas. Ils disposaient alors d'un excédent de matière qu'ils se gardaient bien de déclarer. Apparemment, ils s'en servaient pour constituer des stocks leur permettant de parer à toute éventualité et d'en ressortir quelques kilos le jour où ils ne parviendraient pas à produire les quantités demandées. Les responsables de la production avaient donc deux systèmes de comptabilisation du plutonium. Les chiffres officiels d'un côté, les chiffres réels de l'autre. Au niveau sécurité, c'est ce qui peut arriver de pire, car vous avez ainsi d'importantes quantités de matière qui ne figurent pas à l'inventaire officiel. Le problème est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, la protection des stocks de matières fissiles laisse bien souvent à désirer. Quand ils nous ont raccompagnés et que nous avons franchi la double clôture qui entourait Arzamas 16, j'ai demandé à mon homologue russe « Comment peuvent-ils savoir qu'il n'y a pas de plutonium dans le coffre de la voiture ?» Il m'a répondu « C'est impossible, c'est tout. » J'ai insisté « Mais comment peuvent-ils être certains que nous n'avons pas de plutonium dans le coffre ?» Même réponse « C'est impossible. » Je lui dis, écoutez, je ne vois aucun détecteur nulle part. Il n'y a rien qui permette de détecter la présence de plutonium. Et finalement, il m'a dit, c'est impossible parce que les conséquences d'un tel acte seraient terribles. Et là, j'ai compris. Le système soviétique était un système où les conséquences d'un faux pas pouvaient être terribles. C'était la Sibérie ou pire encore. Mais le système soviétique n'existe plus. La Russie d'aujourd'hui ressemble beaucoup plus aux États-Unis. Les frontières ne sont plus étranges. Les gens sont libres d'aller où ils veulent, d'acheter ce qu'ils veulent avec leur argent. C'est un environnement très différent de ce qui existait auparavant. Paradoxalement, à l'époque soviétique, la sécurité des matières nucléaires était parfaitement assurée.
Le système de protection était excellent. Ces matières étaient en sécurité et nous l'étions aussi, sur ce plan-là en tout cas. Et maintenant que le dispositif soviétique de sécurité a disparu, nous courons un risque plus grand, car les contrôles sont moins stricts. Je leur ai expliqué qu'ils se trouvaient désormais dans la situation que connaissaient les États-Unis, que leur pays s'était ouvert et que par conséquent ils devaient renforcer les systèmes de sécurité en bouclant mieux les périmètres sensibles, en contrôlant le personnel et en faisant appel aux technologies les plus modernes pour détecter la moindre tentative de vol de plutonium. J'ai insisté sur le fait qu'ils devaient se doter d'un système de gestion en temps réel, leur permettant de savoir exactement à tout moment combien de plutonium ils avaient en réserve. Un système de suivi de matières que l'on divise, que l'on fait fondre, que l'on soumet à toutes sortes de traitements est beaucoup plus complexe qu'un simple système de comptabilité bancaire. Nous avons donc abordé cette question. On sentait bien de toute évidence que les Russes étaient mal à l'aise à ce sujet. Finalement, nous avons signé un protocole d'accord portant sur plusieurs domaines de collaboration potentielle, à commencer par ce qui nous paraissait le plus simple, c'est-à-dire la collaboration scientifique. Я пью и прошу вас поднять ваши бокалы за нашу дружбу и совместную работу. Les États-Unis financèrent un programme de coopération entre les deux laboratoires, permettant aux chercheurs des deux pays de travailler ensemble et, accessoirement, de garantir le paiement des salaires des employés d'Arzamas 16. La collaboration scientifique devait porter en priorité sur une technologie connue sous le nom de haute tension pulsée. La haute tension pulsée vous permet de concentrer énormément d'énergie dans un volume restreint, afin de simuler ce qui se passe au cœur des armes nucléaires. Vous pouvez comprimer la matière pour étudier la physique et la chimie des éléments à des pressions extraordinairement élevées, équivalentes à des millions d'atmosphères. Et vous pouvez la chauffer à des températures proches de celles qui règnent à la surface du Soleil ou au cœur d'une explosion nucléaire, afin d'en étudier les propriétés fondamentales. Cette technologie a longtemps été utilisée dans le cadre de la conception des armes atomiques. Aujourd'hui, elle sert à évaluer les effets du vieillissement sur les différents composants des charges nucléaires. C'est l'un des principaux outils dont disposent les responsables de la gestion des stocks d'armement atomique. Nous devrions pouvoir comprendre suffisamment bien ces objets complexes par une approche purement scientifique. Grâce à une modélisation informatique très avancée, grâce à nos ordinateurs qui sont les plus puissants du monde et qui l'ont toujours été, grâce à nos laboratoires qui possèdent notamment le plus puissant laser du monde, le plus gros générateur de haute tension pulsée du monde, le dispositif de radiographie le plus performant à l'heure actuelle qui vous permet d'avoir une image au rayon X d'un engin pendant l'explosion. Grâce à tous ces équipements d'expérimentation, nous sommes à même de parvenir à une compréhension scientifique suffisante pour garantir le bon fonctionnement de notre arsenal sans avoir à pratiquer des essais souterrains. Dans le cadre de cette gestion, les vérifications portent sur les composants et non sur l'arme nucléaire dans sa totalité. Vous passez au crible un type d'armement. Vous sortez chaque pièce, vous la testez sous tous les angles, puis vous la remettez en place, comme avant, en vous disant qu'il y a toutes les chances pour que l'engin marche. C'est comme si vous démontiez votre voiture. Dans votre garage, le moteur d'un côté, les portières de l'autre, les phares dans un coin. Vous faites venir des électriciens et des mécanos qui vérifient que chaque pièce fonctionne correctement, puis vous remontez tout. Mais pas question de vous servir du véhicule. Certains engins présentent des signes de corrosion, d'autres sont fendus parce qu'ils ont mal vieilli. Le plus souvent, cela ne devrait pas affecter leur fonctionnement. Mais dans certains cas, nous ne sommes sûrs de rien. Le plus difficile est toutefois de prévoir comment se comportera le plutonium en se désintégrant. Au centre d'essai du Nevada,
où se déroulaient naguère les tests grandeur nature, les chercheurs étudient aujourd'hui les effets du vieillissement sur le plutonium dans un gigantesque laboratoire situé à 300 mètres sous terre. Le plutonium constitue le cœur même de la bombe. C'est lui qui déclenche la fission. C'est par conséquent l'élément qui nous préoccupe le plus actuellement quand nous étudions le vieillissement de ces armes. C'est une matière dont la caractéristique est d'être radioactive et qui se modifie donc en permanence avec le temps. Or, nous ne savons pas vraiment en quoi l'évolution interne de cette matière peut avoir affecté la manière dont se comporteraient ces armes si nous avions à nous en servir. Les armes nucléaires contiennent des matières instables, comme le plutonium ou le tritium, qui se désintègrent. Cette désintégration ne se traduit pas seulement par une modification de la composition des éléments radioactifs. Elle affecte également les propriétés des composants qui les entourent. C'est tout le problème de la gestion des stocks d'armes vieillissantes. Comment être certain que des armes qui sont entreposées depuis des années sont effectivement sûres et qu'elles restent fiables, alors que nous savons très bien que le plutonium qu'elles contiennent se désintègre progressivement. À défaut d'essais nucléaires souterrains, ce sont les ordinateurs qui nous disent si une arme fonctionne ou pas. Des ordinateurs qui valent des centaines de millions de dollars, les plus rapides du monde, mais j'avoue que je ne leur fais pas une confiance illimitée. Nous avons besoin de données concrètes, réelles, pour les comparer aux projections informatiques. Sinon, notre travail n'est qu'une jolie promenade virtuelle dans le cyberespace. Les modélisations informatiques sont confrontées aux résultats d'expériences réalisées en laboratoire. Ce centre de recherche abrite un appareil de radiographie qui permet d'examiner au rayon X la manière dont se déroule l'explosion d'une charge nucléaire factice. L'objectif est de prévoir les modifications susceptibles d'intervenir au cœur d'armes vieillissantes et de trouver des solutions permettant d'assurer leur pérennité et leur fiabilité. 3, 2, 1, fire! Comme de nombreuses autres installations de l'imposant dispositif mis en place par les États-Unis pour gérer leur stock d'armes, ce laboratoire fait appel à la technologie de la haute tension pulsée. Or, lors de leur première visite à Arzamas 16, les Américains avaient constaté avec surprise que les Russes avaient plusieurs années d'avance sur eux dans ce domaine. Nous avions eu connaissance d'un certain nombre de communications écrites par des chercheurs russes sur la haute tension pulsée. Elles contenaient des informations qui nous intriguaient. En tout état de cause, nous n'étions pas du tout persuadés qu'ils avaient vraiment obtenu les résultats qu'ils annonçaient. Nous pensions que tout cela n'était pas possible, que c'était de la pure intox typique de la guerre froide. Nous pensions également que les noms des auteurs de ces communications étaient en fait des pseudonymes cachant toute une équipe de chercheurs. Обязательно. Минут через 15 мы приступим к проверке подрывных установок. Nous avons donc été très surpris la première fois que nous sommes allés là-bas quand ils nous ont montré un certain nombre d'expériences qu'ils avaient faites. Nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient dit vrai. C'était remarquable. Et nous avons pu constater qu'un des auteurs, au moins Vladislav Mokov, existait vraiment en chair et en os. Je me souviens de l'avoir regardé lors des premières réunions en me disant « Ce type existe, ce n'est pas seulement un nom collectif ». Pour simplifier, un phénomène de haute tension pulsée, c'est ce que l'on appelle communément une explosion. Cela correspond à un moment où une grande quantité d'énergie est libérée dans un intervalle de temps très court. Les armes nucléaires sont essentiellement des applications de la physique des explosions nucléaires. La technologie de la haute tension pulsée s'est par conséquent rapidement développée dès l'instant où il a fallu produire des armes nucléaires à des fins de défense. Ne bénéficiant pas du financement et du soutien industriel dont disposaient les chercheurs américains de Los Alamos, les soviétiques avaient mis au point des procédés économiques et efficaces, faisant appel à de puissants explosifs. Ils utilisaient des générateurs à usage unique, jusqu'à 50 fois plus puissants que les dispositifs américains équivalents. Les chercheurs américains nous assaillaient de questions. Comment avez-vous fait? Avec quoi? Comment avez-vous fabriqué ça? Est-ce qu'on peut le faire nous aussi?
Les chercheurs russes ne disposaient pas, en revanche, d'appareils de mesure aussi sophistiqués que ceux qu'utilisaient les Américains à Los Alamos. Les deux équipes décidèrent d'unir leurs efforts et c'est ainsi que fut organisée en octobre 1993 à Arzamas 16 la première expérience conjointe russo-américaine. Tous les gens qui travaillent dans le domaine de la sécurité nationale vous diront que pour eux, la guerre froide s'est terminée à telle ou telle occasion. Pour moi, elle a pris fin le jour où nous avons procédé à une expérience conjointe en Russie, dans un bunker qui avait été initialement construit pour mettre au point des armes nucléaires destinées à être pointées vers les États-Unis. Pour moi, c'était extraordinaire. Nous étions dans cet endroit dont les Russes avaient toujours nié l'existence, en train de procéder avec eux à une expérience scientifique. L'objectif est de tester un nouveau générateur de haute tension pulsée, mis au point par le professeur Tchernychev. Nous étions une vingtaine ou une trentaine, et il était impossible de dire qui était russe et qui était américain. Je n'en reviens pas que des gens qui ne parlaient pas la même langue, car les Américains ne parlaient pas russe et mes collègues ne parlaient pas anglais, aient réussi à communiquer aussi bien. On se comprenait, et tout le monde s'est très bien entendu. La mise en place a été très rapide. 3, 2, 1. Ça a été la seconde la plus longue de toute mon existence. Tout se bousculait dans mon esprit. Ça a été un grand moment. L'expérience fut une réussite. Le générateur de Tchernychev avait fonctionné comme prévu. Des deux côtés, les doutes étaient dissipés. La voie de la collaboration était ouverte. The other fiber in the glide plane. Les relations entre les deux équipes de chercheurs se renforçant, une question plus délicate pouvait enfin être abordée. Où étaient passées les considérables réserves de plutonium constituées par l'URSS? C'est ce qui nous inquiète le plus en Russie à l'heure actuelle. Car une fois qu'on a les matières fissiles, il est malheureusement enfantin de fabriquer une bombe atomique. Si vous prenez un pays comme l'Irak, il ne fait aucun doute qu'il avait la capacité de se doter d'une arme nucléaire s'il avait pu mettre la main sur la matière première nécessaire, ce qu'il a essayé de faire par tous les moyens. Mais heureusement, il est extrêmement difficile d'obtenir des matières fissiles en partant de zéro. C'est un processus industriel lourd, ostensible, qui ne peut pas se faire dans la discrétion et qui coûte très cher. Mais si vous parvenez à voler un peu de combustible, la tâche est grandement simplifiée. C'est le plus grand risque de prolifération auquel nous soyons aujourd'hui confrontés. C'est ce qui nous a poussés à redoubler d'efforts pour travailler en collaboration avec nos homologues russes. Mes collègues russes ont été francs. « Écoutez, m'ont-ils dit, nous sommes bien conscients de la situation qui règne actuellement en Russie. Nous avons une bonne connaissance des questions techniques, mais nous n'avons pas l'habitude ni la culture nécessaire pour gérer le plutonium dans ce nouveau contexte, car nous avons vécu longtemps dans un milieu fermé et nous n'avons pas non plus les moyens financiers suffisants. » Les bouleversements sociaux très rapides qui ont eu lieu après l'effondrement de l'Union soviétique ainsi que la faillite de l'économie locale, ont été très durement ressentis par les responsables de l'armement nucléaire russe. Les Occidentaux ont du mal à imaginer les difficultés économiques auxquelles sont confrontées ces personnes, ainsi que leurs familles. Depuis la disparition de l'Union soviétique,
les salaires des employés d'Arzamas 16 et des autres complexes de l'industrie nucléaire ne sont plus versés régulièrement. Les tensions économiques étant ce qu'elles sont en Russie, comment pouvons-nous être certains que personne, à l'intérieur du système, ne sera un jour tenté par la perspective de gagner de l'argent illégalement, notamment en faisant clandestinement sortir des matières nucléaires? Les États-Unis ont investi des millions de dollars dans un programme destiné à permettre à la Russie de mieux protéger ses stocks de matières fissiles. Un système de suivi et de sécurité analogue à celui qui existe à Los Alamos a été mis en place. Les matières nucléaires détenues par la Russie sont stockées sur différents sites répartis sur tout le territoire national. Chaque site peut abriter plusieurs bâtiments de stockage. Ce sont donc plusieurs centaines de locaux qui doivent être protégés. Pour l'instant, les Russes ont autorisé l'accès à un nombre limité de sites de stockage. Pour que le programme de sécurité soit vraiment efficace, il faut que tous les sites puissent être inspectés. Il faut se rendre à l'évidence. Nous n'aurons jamais la liberté d'accès dont nous jouissons chez nous. Il faut donc trouver un compromis et mettre en place des garanties suffisantes compte tenu des conditions qui nous sont imposées. La tâche est d'autant plus difficile que certains stocks de plutonium produits sous le régime soviétique n'ont jamais été répertoriés. Pour moi, il y a deux points noirs. Le premier est lié au système des quotas de production qui était en vigueur en URSS, qui a poussé certaines usines à constituer des réserves en prévision des mauvais jours. Ces réserves ne figurent pas sur les inventaires et risquent de ne pas être répertoriées avant longtemps. Je ne suis même pas sûr que les procédures que nous pourrons mettre en place pour dresser l'inventaire de tous ces stocks nous permettront vraiment de faire le tour de la question. Nous avons donc là des réserves clandestines qui pourraient être volées sans qu'on s'en rende compte. Le scénario catastrophe, c'est qu'un vol s'est peut-être déjà produit, que des matières radioactives sont d'ores et déjà stockées quelque part hors du domaine que nous sommes censés protéger. Dans ce cas, ces matières passeront forcément inaperçues. Arzamas 16 reste une ville fermée, coupée du monde par une double clôture et gardée par des hommes armés. Les entrées et les sorties sont strictement contrôlées. Pourtant, de l'héroïne circule dans certains établissements scolaires et plusieurs meurtres, apparemment commis par des bandes organisées, n'ont pas été élucidés. Si des délinquants parviennent à s'introduire dans la ville, on ne voit pas ce qui les empêcherait d'en sortir illégalement du plutonium. Inéluctablement, ce n'est à mon avis qu'une question de temps, quelqu'un parviendra un jour à se procurer la matière première permettant de fabriquer une bombe atomique d'une puissance suffisante pour semer la désolation là où cette personne décidera de la faire exploser. La nouvelle menace nucléaire a deux visages. Celui du plutonium russe qui se promène dans la nature et celui du dysfonctionnement d'une arme ayant mal vieilli. De plus, un accident n'est jamais exclu. Il y en a déjà eu beaucoup. Des bombardiers transportant des armes nucléaires se sont écrasés en Espagne en 1966 et au Groenland en 1968. Les bombes n'ont pas explosé, mais elles ont contaminé dans un cas comme dans l'autre un vaste périmètre. En mai 2000, un grave incident s'est produit à Los Alamos. Un feu, allumé volontairement pour limiter le développement des broussailles et donc les risques d'incendie, a échappé au contrôle des forestiers. Toute la ville de Los Alamos a dû être évacuée, y compris le laboratoire de recherche. 400 familles se sont retrouvées sans abri. Les stocks de matières nucléaires ont été menacés, mais l'intervention massive des pompiers et une bonne dose de chance a permis d'éviter le pire.
Le programme d'expérimentation conjointe mené par les laboratoires de Los Alamos et d'Arzamas 16 est probablement l'exemple le plus abouti de la coopération entre les États-Unis et la Russie. Des scientifiques qui, pendant des années, ont mis tout leur génie à concocter les moyens de leur destruction mutuelle, ont aujourd'hui établi des liens qui sont peut-être notre meilleure garantie de sécurité nucléaire. Mais leur mission reste avant tout de veiller à ce que l'arsenal de leurs pays respectifs conserve toute sa puissance dissuasive. La gestion des stocks d'armement est un élément crucial de la défense nationale des États-Unis, comme de la Russie. Comment garantir à votre gouvernement ainsi qu'au gouvernement de vos adversaires potentiels que votre arsenal nucléaire ne s'est pas transformé en beurre de cacahuète, qu'il est toujours performant et qu'il est fiable en cas de besoin? L'une des solutions consiste à faire ostensiblement preuve de son excellence devant la communauté scientifique internationale pour que, lors des conférences, nos collègues étrangers soient épatés par la qualité des travaux effectués à Los Alamos. Qu'ils se disent que, même si les informations que nous donnons sont du domaine public, elles montrent bien que nous faisons du bon boulot, que c'est du sérieux. Je veux qu'en rentrant chez eux, ils disent à leur patron, « Ces Américains, ils sont hyper pointus sur tout ce qui touche au nucléaire. Il y a de grandes chances pour que leur arsenal soit vraiment à la hauteur. Ils ont une vraie force de dissuasion qu'il vaut mieux ne pas prendre à la légère. » Mais la gestion scientifique des stocks d'armement risque de ne pas pouvoir garantir indéfiniment la sécurité et la fiabilité d'un arsenal vieillissant. Dans le meilleur des cas, les modélisations informatiques et les calculs théoriques ne donnent qu'une idée approximative de ce que serait la réalité sur le terrain. Le danger avec les expériences en laboratoire, c'est que les lois physiques qui les régissent ne sont pas les mêmes que celles qui régissent le fonctionnement réel des armes atomiques et que certains phénomènes observés lors des explosions grandeur nature ne se retrouvent absolument pas au niveau de l'expérimentation. C'est pourtant sur des données recueillies en laboratoire que les scientifiques doivent se baser pour déterminer la fiabilité des armes dont ils assurent l'entretien. C'est à moi de voir si telle ou telle arme fonctionne correctement, dans quelle mesure et si certains problèmes peuvent se poser. Et je dois fonder mon jugement sur des calculs. Mais je sais très bien que je ne peux pas me baser exclusivement sur des calculs théoriques. D'autant plus que ces calculs s'appuient sur des données recueillies à l'époque où les essais étaient autorisés et qui n'étaient pas destinés à cet usage. Je dois fouiller dans les données très limitées dont je dispose et qui portent sur des essais anciens pour répondre à une question qui se pose aujourd'hui. C'est une sorte de gymnastique intellectuelle. C'est un peu comme un puzzle, mais bien souvent, on nous demande de reconstituer un tableau à partir de pièces qui appartiennent à des puzzles différents et qui, au départ, n'étaient pas censés représenter ce tableau. Pour de nombreux spécialistes, ce mode de suivi exclusivement théorique des arsenaux nucléaires ne peut pas durer éternellement. À mesure que ces armes vieillissent et dépassent la durée de vie pour laquelle elles ont initialement été conçues, vont se poser des questions auxquelles nous serons incapables de répondre. En admettant que nous sachions comment y répondre, il nous faudra peut-être 5 ans pour mettre en place les installations nécessaires aux tests que nous effectuerons. La capacité de la gestion des stocks d'armement, telle que nous la pratiquons actuellement, de garantir la fiabilité de ces armements, est extrêmement limitée. Je pense personnellement que les États-Unis seront à un moment donné confrontés à une question à laquelle le programme actuel de gestion des stocks ne sera pas à même de répondre. Les États-Unis et la Russie reprendront-ils un jour les essais nucléaires? Si oui, cela ne risque-t-il pas de donner le feu vert à d'autres pays? Les États-Unis consacrent actuellement 4,5 milliards de dollars à la gestion de leur arsenal, à la coopération entre centres de recherche et à la protection des matières nucléaires détenues par la Russie. Un budget en augmentation permanente. Il ne faut pas s'attendre à ce que les armes atomiques disparaissent par enchantement. Ces dépenses lourdes devront être assurées pendant longtemps encore. Elles nécessitent un engagement politique à long terme. Приоритетом номер один все-таки должно стать понимание и осознание. La première des priorités
et de bien faire comprendre à ceux qui nous financent qu'ils peuvent faire des économies où ils veulent, mais qu'ils doivent absolument maintenir un budget minimum pour les programmes destinés à vérifier que les armes nucléaires sont sûres et fiables. Il serait absolument inexcusable de ne pas veiller à ce que ces armes soient contrôlées et entretenues par ceux qui les ont conçues.